Le cœur battant de l'Afrique de l'Ouest se trouve sans doute au Bénin. Un pays mystérieux, peuplé de dieux étranges et de fantômes, où l'esprit des ancêtres règne sur le destin des vivants. Ce lieu est le lien entre la vie et la mort. Ici se cachent nos esprits. Si cette maison disparaît, ce sont nos ancêtres qui vont disparaître et ils ne pourront plus rien pour nous. Armés d'une spiritualité puissante, hommes et femmes se battent pour protéger leur héritage. Ils sont les sentinelles du Bénin. Un bourdonnement incessant qui enfle et diminue, mais ne s'arrête jamais. Porto Novo, la capitale du Bénin, ne serait pas elle-même sans le chassé-croisé de ses mototaxis, les Emidjan. Emidjan signifie « emmène-moi vite » en langage fon. Un transport populaire, malgré la menace que ces engins font peser sur leurs passagers et les piétons de tout poil. Comme tous les matins, Athénie a enfourché sa moto et sillonne la ville à la recherche de clients. Bonjour, ça va? Bien. Je vais vers là-bas, au carrefour. Tu prends combien? 200. Vas-y, grimpe. Amino. 5 litres, s'il vous plaît. Tiens, voilà tes 200 francs. Ok, merci, au revoir. Amino. Donne-moi 5 litres. Je suis pressé. Le Bénin n'a pas de pétrole, mais le Nigeria a d'immenses réserves. Alors nos chômeurs achètent le carburant à bas prix, de l'autre côté de la frontière, pour le revendre ici. Les stations-service sont trop chères. Nous, les Béninois, on ne peut pas se le permettre. L'argent se fait rare au Bénin. La vie n'est pas facile. Moi, je suis cultivateur, mais j'ai une famille et l'agriculture ne suffit pas pour la nourrir les 12 mois de l'année. Alors, pendant la saison sèche, je fais le mototaxi. Ça nous aide à joindre les deux bouts. Ce qui est réconfortant ici, c'est que Porto Novo est une ville cosmopolite qui regroupe tous les peuples du Bénin et même des étrangers. Il y a beaucoup d'anciens bâtiments coloniaux, mais aussi d'hôtels et de restaurants qui permettent cette rencontre entre tous les peuples d'Afrique et du monde. Je suis vraiment fier de ma ville. Porto Novo, fief des ethnies Goun et Yoruba, s'est enrichi de multiples influences architecturales au gré de sa turbulente histoire. Avant d'être française, elle était au XVIIIe siècle un comptoir portugais. Les esclaves y étaient embarqués par milliers pour le Brésil. Une majorité d'entre eux étaient musulmans, ils emportèrent leurs dieux en Amérique du Sud. Après l'abolition de l'esclavage, certains de leurs descendants ont retraversé l'Atlantique pour s'établir sur la terre de leurs ancêtres. Ces Afro-Brésiliens ont construit de leurs mains cette mosquée baroque, sur le modèle de la cathédrale de Salvador de Bahia. À une différence près, la grande mosquée est coiffée d'un croissant au lieu d'une croix. C'est qu'ici, au Bénin, le mélange des genres et le syncrétisme religieux n'ont jamais gêné personne. L'islam et le christianisme n'ont eu d'autre choix que d'accepter la présence de cultes animistes aussi anciens que l'Afrique elle-même. Ce qui nous réunit tous ici, c'est le vaudou. Moi, dès que je me réveille le matin, je commence par prier mes divinités. Ce n'est qu'après que je peux enfourcher ma moto et partir à la recherche de clients. Le culte vaudou, avec ses 50 millions d'adeptes dans le monde, est né au Bénin.
Pratiqué secrètement à l'abri des regards ou exposé au grand jour comme dans ce temple termitière, le vaudou est un maître puissant et exigeant pour ses adeptes. Athénie est un initié de haut rang. Il joue un rôle crucial dans sa propre communauté vaudou. Convoqué pour une cérémonie, il quitte le centre-ville pour entrer vers son village, dans la banlieue de Porto Novo. Le vaudou compte un panthéon de dieux symbolisant les forces de la nature. Le village d'Athénie est placé sous la protection de Revioso, dieu des orages et de la foudre. Revioso, représenté parfois sous les traits d'un bélier, est invoqué plusieurs fois par an par les villageois. S'il se manifeste, il prendra possession d'un initié. Sokluno, le prêtre vaudou du village, mène la cérémonie. Il est assisté par les chefs de culte des environs. Oh Revioso, tes enfants ne sont pas venus t'adorer les mains vides. Accorde-nous grâce et longévité, et que tout ennemi qui décidera de nous persécuter te trouve sur son chemin. Les sacrifices sont faits. Les initiés musiciens signifient à leur divinité que le rituel est accompli. Soudain, tout se précipite. Revioso s'est manifesté. Il a pris possession d'un fidèle. Toi, va-t'en, tu n'es pas initié, tu ne peux pas le toucher. Relevez-le, relevez-le et tenez-le, tenez-le. C'est Athénie, le mototaxi, qui à peine arrivé est entré en transe. Il s'est brutalement saisi d'un villageois et 4 personnes ont été nécessaires pour libérer ce dernier. Toi, donne-lui de l'eau. La transe est dangereuse. Seuls quelques initiés bien préparés peuvent servir de réceptacle au puissant dieu vaudou. Athénie est l'un d'entre eux et joue ce rôle dans sa communauté. Mais une fois possédé, il a perdu tout contrôle sur lui-même. Les prêtres l'ont entraîné jusqu'à la case sacrée pour le préparer à la suite de la cérémonie. Le temps des célébrations est venu. Tambours, chants, danses doivent résonner avec force pour obtenir la bénédiction de Revioso, descendu parmi les hommes. Le pagne violet, couleur de la foudre, et les lanières de la tenue symbolisent les liens qui attachent désormais le possédé à son dieu. En se plaçant sous sa protection, les fidèles demandent santé, chance et prospérité pour le village. Loin des clichés, la religion vaudou est avant tout bienveillante pour soi-même et pour les autres.
il y a désormais l'esprit, la force, l'âme de Dieu de foudre qui est rentrée dans la chair d'Athénée. Il ne sait plus ce qui se passe. Si tout à l'heure on pouvait le rencontrer, on pouvait le retrouver, Athénée vous dira, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand vous allez lui poser la question, mais tu as dansé tout à l'heure, il va vous dire, mais... Pour les Béninois, la spiritualité est très importante, surtout le vaudou, parce que le vaudou embrasse le plus pauvre, le plus riche. Le vaudou embrasse le plus jeune, le plus âgé. Le vaudou rassemble les différentes couches de la société. 92% des Béninois pratiquent le vaudou. Même ceux qui se disent religieux, lorsqu'ils ont des problèmes, ils font recours au vaudou pour trouver des solutions. Tout un peuple soumis à un culte vieux comme le monde et à l'invisible. Pour comprendre le Bénin, il faut s'intéresser à sa spiritualité, mais aussi à sa géographie. Situé en Afrique de l'Ouest, le Bénin est un petit pays tout en longueur de 115 000 km². Ses 10 millions d'habitants se répartissent en une quarantaine d'ethnies sur le territoire béninois. Au nord, une région de savane et de collines, peuplée d'agriculteurs et de pasteurs, comme les Somba animistes ou les Peuls, des nomades musulmans. Au sud, le littoral atlantique où se concentre la population béninoise et l'ethnie majoritaire, les Fons. La plaine marécageuse est parsemée de mangroves, de lagunes et de lacs. Cotonou, le poumon économique du Bénin avec ses 700 000 habitants, s'étend sur les rives du lac Nokoué, lui-même connecté à l'Atlantique par un long chenal. De l'autre côté de ce lac, à l'abri du grondement de la ville, vit un peuple singulier, les Tofins, qui ont élu domicile dans la cité lacustre de Ganvier. « 50 000 Tofins vivent au fil de l'eau dans Ganvier, avec leur propre langue, la pêche comme seule ressource, et la pirogue pour unique mode de transport. Baba Fuji, 65 ans, est lui aussi pêcheur. Jeunes gens, comment allez-vous? Bonjour. Ça travaille dur? Oui, merci. J'ai fini ma journée. Soyez le bienvenu. Il partage son temps entre ces deux maisons sur pilotis, dans lesquelles sont installées séparément ses deux épouses et leurs enfants respectifs. Celles-ci se retrouvent régulièrement pour discuter les affaires importantes de la famille. Baba Fuji va sortir le poisson après-demain. Oui, il m'a dit. Tu viendras vendre avec moi? D'accord. Au marché, on pourra se faire aider d'autres vendeuses. Si la pêche est bonne, on peut faire la vente sur 2 jours. Parce que si on vend tout d'un coup, on va faire des pertes. Pourquoi pas? On est d'accord alors. Hubert, regarde bien. Toi aussi, cherche les trous dans le filet. Je me fais vieux. Mes yeux ne voient plus comme avant. Ici. Oui, voilà un trou. Regarde comme je fais. Tu passes par ici et tu passes une deuxième fois, tu vois? Baba Fuji a 6 enfants, mais c'est Hubert, 12 ans, qu'il s'est choisi comme complice et successeur dans l'art de la pêche traditionnelle.
Tout père qui met au monde un enfant veut que celui-ci le dépasse. Je veux qu'il apprenne bien pour perpétuer la tradition. Je dois lui transmettre tout ce que je sais pour qu'il rehausse le nom de la famille. Les premiers Tofins se sont installés ici parce que les Adja les poursuivaient pour les mettre en esclavage. Ils ont trouvé refuge au milieu du lac grâce aux divinités qui les ont protégés. C'est ici qu'ils ont trouvé la paix. Alors, ils ont appelé cet endroit Ganvier, ce qui signifie « ici, je suis sauvé ». Ganvier, qui a sauvé les Tofins des chasseurs d'esclaves au XVIIIe siècle, reste l'unique refuge d'un peuple à la langue et au mode de vie singulier, face à l'uniformisation du monde moderne. Hubert, allez, réveille-toi. Il est l'heure. Il est 5 heures du matin. Le marché flottant de Ganvier est en pleine activité. Les pêcheurs viennent se ravitailler avant la journée de travail en plein lac. Vends-moi de ça. Je veux du moyo pour 100 francs. Et aussi de la cassa pour 100 francs. Attends, je vais te payer. Plus que des pêcheurs, les Tofins sont des paysans de l'eau. Partout autour de Ganvier, ils cultivent des enclos à poissons qui sont autant de lopins de mer. En plantant dans leur lac salé des branches de palme, ils ont inventé les akadjas, une mangrove artificielle qui assure depuis 3 siècles leur subsistance. Voilà le filet à changer. Il s'est complètement détendu dans l'eau. Regarde comme il est sale. On s'arrête ici. Si on ne répare pas le filet, on va avoir un problème. On risque de perdre tout le poisson. Après plusieurs mois d'attente, l'Akadja de Baba Fuji est prêt à l'exploitation. Demain, avec quelques-uns de ses hommes et Hubert, qui l'accompagnera pour la première fois, il a prévu de relever son premier filet, un jour important dans l'année d'un Tofin. Je vais te raconter une histoire. Tu sais, l'Akadja nous vient de nos ancêtres. Et en leur temps, ils ne connaissaient pas la pisciculture que l'on pratique maintenant. Ils pêchaient à la ligne devant leur maison. Et c'était tout. Mais l'un d'eux a eu l'idée de planter des branches dans la vase pour attirer le poisson. C'est comme ça qu'ils ont commencé ce type de pêche. C'est comme une maison pour les poissons, parce qu'ils y trouvent à manger et ils grossissent. Ils creusent des trous et ils y pondent des œufs. Et les poissons vont grandir directement dans l'enclos. Quand le temps est venu, on resserre les filets et on sort les poissons. Tu verras ça demain. C'est un bon système. Lorsqu'ils n'exploitent pas leur Akadja, les Tofins se rabattent sur une pêche de subsistance. Une technique appelée pêche à l'épervier. Oula, j'ai mal lancé. Je peux pas te laisser ça en héritage. Il n'y a rien là-dedans.
Bon, je te montre comment on fait. Tu places ta main comme ça. Regarde bien ma main. Tu vois? Tu as vu? C'est comme ça qu'on lance. Si tu l'as bien préparé, le filet se lancera bien. Regarde, si tu ramasses mal, les poissons vont s'échapper. C'est comme à l'école. Tu peux avoir ton diplôme de lanceur de filet. Allez Hubert, prends ton filet. Montre-moi un peu comment tu lances. Tu vois, tu avais mal préparé ton filet. Attention, je ne partagerai pas mon poisson avec toi. Si tu ne captures rien ce soir, tu ne mangeras pas. Allez, essaye ici maintenant. La pêche à l'épervier nécessite un long apprentissage. C'est comme l'alphabet. Tu commences à A et tu vas jusqu'à Z. On ne devient pas pêcheur à l'épervier du jour au lendemain. C'est beaucoup de technique et de patience. Il est 10 heures. Baba Fouji et Hubert se hâtent vers l'église. En ce week-end de Pâques, une atmosphère de liesse règne à Ganvier, de jour comme de nuit. À côté des temples vaudous, le christianisme et l'islam se sont installés dans la cité lacustre et coexistent en harmonie. En tissant des liens resserrés au sein de la communauté, c'est la spiritualité qui maintient les dauphins dans leur tradition. Et toi, pourquoi tu ne portais pas ta soutane à l'église? Tu étais dehors, tu courais de gauche à droite, au lieu de rester dans l'église avec moi. Tu as vu comme on a dansé? On a tapé des mains, tu as vu? À l'église, il faut rester avec les autres et taper des mains. Nous, les jeunes, on se sent libres à Ganvier. Les jours de repos, je pêche avec les copains. On se fait un peu d'argent. J'aime bien vivre ici sur l'eau. Et puis, mon papa, c'est un bon professeur. Il essaie de me donner une bonne éducation. C'est vraiment un bon papa. Mais moi, je ne compte pas devenir pêcheur. Je préférerais aller faire un apprentissage à la ville et faire autre chose.
Je n'ai pas envie d'être pêcheur toute ma vie. Le grand jour est arrivé. Les hommes ont déjà resserré les filets autour de la partie de l'enclos qu'ils vont exploiter aujourd'hui. Il faut d'abord dessoucher, sortir de la vase les branches qui depuis plusieurs mois servaient d'habitat aux poissons, car elles pourraient se prendre dans les mailles du filet. Tu tries bien les branches. Les huîtres, on les garde. On va les rincer et puis on les mettra de côté. Comme ça, on pourra les vendre en même temps que le poisson. Depuis ta naissance, tu pêches avec nous. Ton père dit que tu ne veux pas en faire ton métier? J'aimerais bien faire autre chose. Moi, je pensais devenir coiffeur. Tu sais, Hubert, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. C'est notre tradition. C'est ça que nos parents nous ont laissé. Si toi, tu ne la perpétues pas, comment tes enfants pourront-ils le faire? Moi, si un jour j'ai des enfants, j'en laisserai une partie être pêcheur. Mais j'enverrai les autres à l'école. C'est ça que j'aurais aimé pour moi. Moi, ce métier de pêcheur, franchement, c'est pas mon truc. On resserre le filet et on l'enfonce dans la boue, pour ne pas que le poisson s'échappe. On resserre tout doucement jusqu'à pouvoir sortir le filet. Ce n'est pas facile parce que l'eau est froide et les huîtres nous coupent les mains et les pieds. C'est pas n'importe qui peut faire ce travail. C'est très éprouvant. Au terme de plusieurs heures d'efforts, Baba Fuji et ses hommes ont regroupé les poissons au bout de la zone exploitée. C'est le moment tant attendu de la récolte, fruit de plusieurs mois de travail. Adoko, l'une des femmes de Baba Fuji, est chargée de récupérer le poisson pour le vendre au marché. C'est Dieu qui nous donne le poisson, donc on ne peut que s'en réjouir. Et ce n'est que le début, parce qu'on sort le poisson petit à petit et nous avons encore un mois d'exploitation de la Kadja devant nous. Mais aujourd'hui, la pêche a été très bonne. C'est de bon augure et je suis vraiment content. Grâce à ces akadjas, les dauphins de Ganvier ont trouvé le moyen de conserver leur identité quelque temps encore. Leur futur repose désormais sur une génération qui rêve d'ailleurs et d'une vie plus facile.
Le lac Nokoué n'est qu'une des aires marines sensibles du Bénin et l'un des 2 lacs principaux avec le lac Aïmé. À l'ouest du pays, à l'embouchure du fleuve Mono qui trace la frontière avec le Togo voisin, se trouve un autre territoire fragile, la Bouche du Roi. Cette zone estuarine, protégée de 10 000 hectares, est une halte importante pour les oiseaux migrateurs et abrite l'une des principales mangroves du Bénin. Dina Kambi travaille pour l'organisation Éco-Bénin. Avec les faibles moyens d'une association, il se bat contre la surpêche et la coupe illicite de bois qui ont réduit à peau de chagrin la mangrove béninoise. Pourtant, la mangrove est le meilleur atout des populations côtières. En s'enfonçant dans la boue du delta, les palétuviers sont un rempart contre cette érosion côtière qui désagrège partout ailleurs le littoral atlantique. Leurs racines et chasses servent de lieu de frai pour les poissons dont se nourrissent les hommes et de forteresse pour le petit peuple de la vase. Comment convaincre les pêcheurs de la Bouche du Roi de protéger leurs mangroves? Peut-être en s'inspirant du passé. Les forêts qui sont restées aujourd'hui reliques forestières au Bénin sont ces forêts-là qui ont été sacralisées parce qu'il y avait des divinités dedans ou bien parce qu'il y avait des ressources que ces divinités exploitaient dans différentes cérémonies. Ces forêts restent aujourd'hui parce qu'il y avait une croyance des peuples à ne pas aller couper à l'intérieur de ces forêts-là. Et donc ça a fortement participé à la conservation de ces forêts. Chercher l'appui des puissants dieux vaudous pour protéger la mangrove en la sacralisant, voilà l'idée simple et géniale qu'ont eue Dine et l'association Éco-Bénin. La région de la Bouche du Roi est l'un des bastions du vaudou au Bénin. Et ici, on ne plaisante pas avec l'autorité des prêtres vaudous, les Agbonos. Bonjour Agbonon. Salutations. Comment allez-vous? Bien réveillé? Et les préparatifs? Tout est prêt. Tout le monde est bien informé dans le village? Oui, tout le monde vous attend. Ça se passe là-bas? De l'autre côté. Très bien, je vous suis. Dine s'est trouvé un allié puissant, la divinité Zangbeto, le chasseur de nuit. Considéré comme le protecteur des communautés, il est le policier vaudou qui fixe les règles de bonne entente entre les villageois et les fait appliquer. La divinité prend la forme de masques qui sortent à l'appel des prêtres. Réputé violent, Zangbeto inspire la crainte à ses adeptes et un respect régulièrement entretenu par des démonstrations de force sous forme de petits miracles.
Un peu de cendre, mais aucune brûlure. Ces deux initiés sont les premiers miraculés de la cérémonie. Mais la démonstration n'est pas terminée. La divinité a parlé. À partir d'aujourd'hui, il est interdit de couper la mangrove. La pêche en Akadja est interdite. Les filets sont aussi interdits dans la zone que nous allons sacraliser. Quiconque enfreint les règles sera arrêté et attaché. Oui, attaché. Il devra donner un mouton, un cochon. Il devra réunir un panier entier de moucherons. Et aussi un panier entier de moustiques. Et en plus de tout ça, il devra payer une amende de 120 000 francs CFA, ou selon son humeur, 80 000. Zangbeto a parlé, et ce seront ses adeptes eux-mêmes, répartis sur toute la zone de la bouche du roi, qui feront appliquer les règles que leur dieu vient d'édicter. Pour marquer la zone sacralisée, les adeptes installent dans la mangrove des représentations de leur divinité. Le lieu est désormais sacré. Nul n'ose plus couper les palétuviers ou pêcher les poissons dans les 500 hectares de mangroves sacralisés jusqu'à présent. Les dieux et les hommes se sont alliés pour devenir les sentinelles de leur patrimoine naturel. Les restes de grands bois sacrés, reliques d'un temps où la spiritualité protégeait l'environnement, couvrent un tiers de la superficie du Bénin. En remontant vers le nord, le pays se transforme en savane, parsemée ici et là de collines rocheuses. À l'ouest, court la chaîne de l'Atakora, entre le Bénin et le Togo voisin. C'est dans cette région poussiéreuse, balayée par l'harmattan, le vent du désert, que vit le peuple Somba. D'un lointain passé où les guerres interethniques étaient le quotidien, ils ont conservé leur habitat, des maisons châteaux forts appelées Tata Somba. De nos jours, le peuple Somba vit pacifiquement d'une agriculture de subsistance. Ils n'ont pas abandonné pour autant ces Tata Somba autour desquels s'articulent toutes leurs traditions. Le propriétaire des lieux s'appelle Bassari. Il est le guérisseur de la communauté. Un médecin traditionnel qui soigne autant par les plantes que par l'invocation des esprits défunts. Ses parents inquiets ont emmené à Bassari une petite fille atteinte de paludisme.
Tu as le produit que je t'ai donné tout à l'heure? Oui, avec moi. Donne-le-moi. Tais-toi, ma chérie, ça va aller. Mélangez cette poudre à sa bouillie et donnez-la lui à boire. Vous faites ça 7 jours et puis vous revenez pour que je vois si elle va mieux. Mon père et mon grand-père étaient déjà guérisseurs. Avant sa mort, mon père m'a légué ce tata. C'est cette maison qui protège la santé des patients. Parce que l'âme de mon père et celle de mes autres ancêtres résident toujours ici. Et cela me confère le pouvoir de guérison. Chez les Somba, la spiritualité repose sur le culte des ancêtres. Les morts ne le sont pas vraiment tant qu'on ne les a pas oubliés. Et chaque défunt, représenté sous la forme d'une motte de terre, veille au bonheur et à la protection des vivants. En bas, les tatas sont des temples à la gloire de ses ancêtres et servent de bergerie. Le toit, où se trouvaient autrefois les chambres, abrite aujourd'hui des stocks de grains pour l'hiver. Papa, demain commence mon initiation et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Dominique, je n'ai pas le droit de t'en parler. Tu le découvriras là-bas. Mais là-bas... C'est comme ça que tu vas grandir et devenir un homme. Et après? Oui, après ça, tu auras le droit de prendre une femme. Et tu emménageras dans ton propre tata. Je suis prêt. Tant mieux. Tu vois, mon père me disait toujours, c'est dans ces tatas que commence notre vie. Alors tu devras garder ton tata tel que les anciens nous l'ont transmis. C'est capital, parce qu'il accueillera toutes tes cérémonies. L'initiation de tes enfants à venir, garçons ou filles. Leur mariage, et même tes funérailles. Ce sont toutes nos traditions. Le fils de Bassari, Dominique, vient d'avoir 18 ans. Le Conseil des Anciens a décidé qu'il commencera à partir de demain le rite initiatique de passage à l'âge adulte. Cette semaine d'initiation est un moment charnière dans la vie d'un Somba. Une étape obligatoire sans laquelle on ne peut prendre femme et s'imposer en tant qu'homme dans une société patriarcale. À l'heure du départ, Dominique sait qu'il s'engage dans un processus sans retour. Il n'habitera plus dans la maison qu'il a vue naître. Dominique, aujourd'hui ton initiation commence. Tu as grandi. Reçois l'eau bénite. Porte-toi bien et reviens avec beaucoup de force. Tes parents te bénissent. Quand tu reviendras de cette initiation, tu auras changé, tu auras grandi. Dominique part en brousse, où il se soumettra pendant 8 jours au rituel secret ordonné par les chefs d'initiation. Pendant ce temps, on s'affaire à la rénovation de ce qui deviendra le nouveau foyer de Dominique. Comme le reste du monde, le Bénin tend à se recentrer sur des valeurs individualistes. Les Somba vivent également cette transformation avec, pour effet notoire, un abandon progressif des Tata Somba. Celle-ci nécessite un énorme travail collectif de construction et de rénovation, une aide qui désormais se monnaie et que peu peuvent se permettre. Mais heureusement, dans le village de Bukumbe, les valeurs de solidarité perdurent pour quelque temps encore. Villageois, voisins et membres de la famille sont venus prêter main forte pour rénover le tata où bientôt emménagera Dominique. Dans la tradition Somba,
Après ton initiation, tu dois rejoindre ton propre tata pour pouvoir fonder un foyer. Voilà pourquoi nous sommes en train de rénover le tata de Dominique. Les hommes bâtissent, mais c'est nous qui apportons la touche féminine. Nous, les femmes, nous nous chargeons de l'entretien et de la rénovation des tatas. Ce lieu est le lien entre la vie et la mort. Ici se cachent nos esprits. Si cette maison disparaît, ce sont nos ancêtres qui vont disparaître et ils ne pourront plus rien pour nous. Une semaine plus tard, le Tata Somba de Dominique est prêt, quand lui-même et 2 autres jeunes hommes sortent de leur initiation. À tour de rôle, les adultes portent sur leurs épaules les initiés avant de les poser à terre pour symboliser le passage à l'âge adulte. À partir de cet instant, ils devront se supporter tout seuls. Dominique et ses co-initiés quittent le groupe pour partir s'approprier leur propre Tata Somba. Vestige d'un passé guerrier, Dominique grimpe sur le toit et observe les alentours en quête d'ennemis. À partir d'aujourd'hui, c'est à lui de défendre son foyer et son territoire. Le combat symbolique que se livrent les jeunes hommes est la dernière étape de l'initiation. La preuve que désormais, ils sont capables de se défendre eux-mêmes sans l'aide paternelle. La bière traditionnelle échangée marque la fin du combat, l'amitié retrouvée entre les jeunes adultes et le début des célébrations. Je suis très fier que cette fête ait lieu. Lorsqu'elle sera terminée, mon fils sera libre. Il n'a transgressé aucun interdit pendant son initiation. Il est passé par toutes les étapes sans échouer. Je suis très content. Une nouvelle vie commence pour le jeune homme. Aujourd'hui, je suis très heureux, très heureux. Avant, je vivais chez mon papa, mais aujourd'hui, je suis un homme. Je suis sûr que je vais me marier bientôt. Et elles vont se dire, voilà un beau garçon qui est sorti de son initiation en bonne et due forme. J'ai observé la façon dont mon père conserve la tradition. Il l'a gardée pour moi. Et à mon tour, je suis prêt à défendre notre patrimoine toute ma vie. Quand je mettrai un enfant au monde, moi aussi je lui transmettrai tout ce savoir. Et il devra lui aussi conserver la maison de ses ancêtres. Une culture ancienne,
dédié au culte de ses ancêtres, survit au pays Somba. Ici, comme dans le reste du Bénin, la spiritualité est une arme et un outil pour protéger un patrimoine précieux et fragile.